Votre Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres conseillers, Monsieur l'eurodéputé, Monsieur le Gaulle, Mesdames et Messieurs, à votre titre, grade et qualité, Mesdames et Messieurs, avant d'entamer mon discours, je demande d'adresser mes sincères remerciements à vous toutes et tous pour votre présence ce soir et particulièrement aux orateurs qui prendront la parole dans quelques instants. Son Excellence, M. Alexandre Petrolina, ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du Royaume de Belgique, Monsieur Jean-Omer Beriziki, ambassadeur de Madagascar, m'a demandé de l'excuser. Son fils, en fait, a eu un accident ce matin à Paris, donc il a dû se rendre d'urgence à son chevet. Monsieur Dave Mortor Diop, ambassadeur du Sénégal, me demande de l'excuser également. Monsieur Raymond Krippe, ambassadeur de l'Union européenne monétaire de l'Ouest-Afrique, me demande également de l'excuser. Il est revenu en mission en dehors de la Belgique. Monsieur, Son Excellence, Monsieur Foucault Sissoula, ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, ambassadeur de Laos, auprès du Royaume de Belgique, ici présent. Son Excellence, M. Wu Gan, ministre conseiller de la République populaire de Chine auprès du Royaume de Belgique. Son Excellence, M. Olivier Kello Tazo, ministre conseiller de l'ambassade du Cameroun auprès du Royaume de Belgique. M. Longtran, chairman de la Chambre de commerce et d'industrie belgo-irlandaise. Monsieur l'eurodéputé Hervé Gillard, notre invité d'honneur, surtout, Monsieur Pierre de Gaulle, mes collaborateurs qui depuis des semaines, des mois, travaillent sans relâche à la réalisation de cet événement qui n'aurait pas pu avoir lieu sans l'effort presque inhumain qu'ils ont consenti, parce que je leur ai demandé de veiller presque toutes les nuits à la préparation de cet événement, et à la police liégeoise qui assure discrètement la sécurité. Vos Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, il y a un an, Moscou lançait son opération spéciale en Ukraine. Dans la foulée, l'Union européenne décidait de sanctions économiques sans précédent à l'encontre de la Fédération de Russie. Il y a un an, Washington et Bruxelles prédisaient l'effondrement total de l'économie russe suivi d'une chute d'environ 20% du PIB. Pourtant, le PIB s'est contracté seulement de 2% en 2022. Aujourd'hui, je constate que l'économie russe fonctionne, s'adapte et se développe bien, très bien même. Le peuple russe est à peine affecté par ces sanctions dans son quotidien, et nous, Européens, pouvons-nous en dire autant? Le peuple russe est à peine affecté par ces sanctions. La récente visite de Biden à Kiev se veut être un coup de pouce de nouveau d'affirmation d'un soutien à l'Ukraine, mais en même temps, les responsables militaires, les responsables de l'OTAN, les responsables européens, tous les gens informés aux affaires savent bien que l'Ouest n'a tout simplement pas les moyens en un moment pour continuer à entretenir les bancs ukrainiens. Structurellement, il y a une disproportion telle entre la force de l'armée russe d'aujourd'hui et la manière dont on a fait escalader le conflit en armant l'armée ukrainienne, qu'on aura contribué à faire renaître, se restructurer l'armée russe et la rendre encore plus forte qu'avant. L'Ouest n'a plus les moyens et ne peut pas fabriquer l'armement et les munitions au rythme où il le faudrait pour pouvoir inverser la vapeur. Les Ukrainiens n'ont plus grand-chose comme armement et munitions. À vrai dire, ils ont sous perfusion militaire, économique aussi d'ailleurs. Il est maintenant clair et avéré, et c'est le secrétaire général de l'OTAN lui-même qui l'a déclaré voici quelques semaines,
nous n'avons pas les munitions ni les obus par rapport au rythme imposé, au tempo imposé par l'armée russe désormais. On a raconté et fait croire n'importe quoi sur tous les plateaux TV, dans tous les médias, et les hommes et femmes politiques s'y sont affairés sans vergogne et continuent à le faire, mais nous ne sommes plus dupes. Ils ne savent plus nous mentir. Est arrivé le moment où on commence à comprendre qu'on nous a raconté n'importe quoi. Ils nous ont tenu un narratif médiatique perfectionniste du mensonge pour remplacer le réel. La réalité est que nous sommes dans un bouleversement géopolitique majeur. Cette guerre est un des révélateurs. La réalité internationale est en train de complètement changer. On veut croire que l'impérialisme américain va continuer, que l'hégémonisme américain va pouvoir se renforcer et que s'il faut pour ça mener la politique du pire, elle va le faire. Eh bien, je vous le dis, ça ne marchera pas. Ça risque juste de devenir de plus en plus dangereux. Tous les dirigeants européens, à l'exception de Viktor Orban, sont vent debout pour dire qu'il faut continuer. Ils nous mènent à un drame dont personne ne veut prendre conscience de l'ampleur. Les dirigeants européens sont dans un manichéisme complètement sidérant, une dissonance cognitive vis-à-vis du réel qui en font des autistes clivés mentalement et qui refusent de voir la réalité. Ça les dérange. Ils refusent de se remettre en cause. Ils préfèrent la servitude, l'obéissance et l'allégeance. C'est tellement plus facile. Ils ont en fait jeté l'identité propre de l'Union européenne à la poubelle, celle que nous, la fraternité européenne et du monde, dans un esprit de concorde absolue et de paix chronos, la vision actuelle qu'il me donne à moi et à plusieurs hommes et femmes de mon entourage de leur Europe, nous ne la consommons pas et nous n'en voulons pas. Les autres, les bonnes parties du monde, non plus. L'hégémonie occidentale, l'Occident qui veut régner sur tout diriger, tout imposer, c'est fini et il nous faut l'accepter. Ce changement géopolitique que nous vivons, ce combat est avant tout économique et financier. Il est illustré par l'extraterritorialité accrue du droit américain sur le dollar. Ceci a pour effet de dissuader de plus en plus d'acteurs internationaux d'utiliser le dollar comme monnaie d'échange et de le substituer par des moyens de paiement alternatifs. On le voit par les BRICS, la coopération de Shanghai, les organisations eurasiennes, mais ici en Europe, on veut ignorer l'existence, mais c'est à nos portes. Ça va aboutir à une monnaie réelle et plus tard à d'autres rivales du dollar. Les Américains en sont pleinement conscients et c'est ce qui les amène à franchir les lignes rouges. Ils sont prêts à tout pour tenter de stopper ce nouvel ordre multipolaire qui se met en place par l'organisation de guerres par procuration, en prenant des pays en otage. L'Ukraine en est un parfait exemple. Il y a l'agrégat énorme de ceux qui ne supportent plus les leçons, l'arrogance et la dominance occidentale. Vladimir Poutine, certes, a envahi l'Ukraine pour se prémunir de l'OTAN, mais en faisant ce qu'il a fait et en acceptant les risques, la dangerosité politique, la lourdeur stratégique sur le long terme, il a surtout montré au monde entier qu'il était possible de résister à la puissance américaine. Contrairement à ce que certains s'égosillent à faire croire, la Russie n'a pas la culture hégémoniste. Si elle l'avait il y a longtemps, que tout le monde ici parlerait russe. La Russie revendique l'application des principes stipulés dans la Charte des Nations Unies et la reconnaissance par l'Occident du monde multipolaire dans lequel nous coexistons, nous devons l'accepter. Tous les moyens diplomatiques doivent être déployés pour amorcer une désescalade et guider les parties belligérantes vers un cessez-le-feu en vue de préparer menant à une paix juste et durable. Pour conclure ce discours, je voudrais apporter une clarification à l'attention de ceux et celles qui auraient tendance à interpréter mon discours de ce soir comme du lobbyisme qui n'en est absolument rien.
fraternité européenne et du monde, je vous le dis, ne fait de l'ONU pour personne. Elle prône simplement la paix en disant la vérité, n'est soumise à aucun ordre politique, c'est ce qui en fait sa force. Elle exhorte la communauté internationale à prendre en compte les préoccupations de Moscou en matière de sécurité. Son Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres conseillers, Messieurs les eurodéputés, Mesdames et Messieurs, dans vos titres et grades de qualité, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre bonne attention. Passez un bon débat. Vive la fraternité, vive la paix. Mesdames et Messieurs, à la suite du déclenchement du conflit en Ukraine le 24 février 2022, les dirigeants ont pris un paquet de mesures destinées, selon eux, à mettre l'économie russe à genoux. Or, il apparaît que l'économie russe ne s'est pas effondrée comme certains le prédisaient, voire même le souhaitaient. Certes, le choc des sanctions était important du mois d'avril 2022 au mois de juin 2022. En effet, les spécialistes de l'OCDE et de la Banque mondiale avaient prédit une chute du PIB russe de moins 10 à moins 12% du PIB. Or, il apparaît que l'économie russe a digéré ce choc. D'ailleurs, le FMI a révisé ses prévisions et estime désormais la chute du PIB russe de l'ordre de 2,3% pour cette même année, 2022. Et il convient de noter qu'avant les sanctions européennes, occidentales, la croissance russe s'élevait à 3% du PIB, donc à plus de 3%. Les sanctions auraient donc coûté potentiellement 5 points de PIB en termes de croissance potentielle pour la Russie. Corollairement aux sanctions, l'Union européenne a décidé de ne plus importer d'hydrocarbures en provenance de Russie. Ce qui nous amène au titre de notre conférence de ce soir, rencontre avec Pierre de Gaulle sur l'avenir géopolitique et énergétique de l'Europe dans un contexte de tension internationale. Pour en débattre et analyser les répercussions géopolitiques de cette position, je vais à présent céder la parole à notre invité d'honneur, M. Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, qui va premièrement nous livrer son analyse sur les répercussions géopolitiques du conflit en Ukraine pour l'Europe. Et deuxièmement, il va nous donner sa vision d'un continent européen prospère et pacifié. Et donc, je m'adresserai ensuite à M. Hervé Juvin, l'eurodéputé français, qui nous fait l'honneur de sa participation à notre débat. Et ensuite à son Excellence Alexandre Jacobin. Monsieur de Gaulle, la parole est à vous. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vos excellences, messieurs les représentants des corps diplomatiques, monsieur le député, mesdames, messieurs, je suis très honoré de prendre la parole dans ces moments d'éveil des consciences et de rétablissement des vérités que l'on doit faire au moment où le monde se transforme, où les enjeux sont considérables, d'y être et de ne pas y être, à travers un conflit qui va très largement au-delà de considérations politiques, puisqu'il touche aussi l'idéologie. Au final, c'est également un combat entre un monde qui déconstruit les valeurs traditionnelles fondamentales de la religion et de la famille, et un autre monde pour qui ces valeurs sont essentielles, et je considère qu'elles sont le socle de la civilisation. Je commencerai mon exposé en rappelant évidemment certaines citations de mon grand-père et certains faits historiques par rapport à Charles de Gaulle et la Russie, également par rapport aux relations qu'avait le général avec ce qu'on a appelé l'ami américain, toutes les difficultés qu'il a eues face aux Américains pour asseoir la souveraineté et l'indépendance de la France, tant d'un point de vue énergétique que stratégique, rappeler les enjeux et les conséquences du conflit ukrainien, et surtout décrire quels sont les effets sur le renforcement d'un monde multipolaire, et souligner les opportunités considérables de l'Eurasie à travers les BRICS, à travers l'ASEAN, le groupe de Shanghai, les grands projets, puisque l'Eurasie est un espace de grands projets. Concernant
du général de Gaulle et la Russie, je voudrais simplement rappeler quelques citations de mon grand-père. Mon grand-père disait qu'il était pour le développement de l'amitié franco-russe. Je n'ai jamais envoyé et je n'enverrai jamais les armes aux gens qui se seraient battus contre la Russie. Il disait toujours la Russie et jamais l'Union soviétique. Et surtout, ce qui est fondamental, pour la France et la Russie, être unis, c'est être fort. Se trouver séparés, c'est se trouver en danger. Il y a là comme un impératif catégorique de la géographie, de l'expérience et du bon sens. La géographie, évidemment, parce qu'il ne fallait surtout pas oublier la géopolitique. Il suffit de regarder une carte pour voir ce que représente la Russie et ce que représenterait une Europe unie avec la Russie. Évidemment, concurrent redoutable pour les États-Unis. L'Europe va de Gibraltar à l'Oural, disait-il, et dire aussi que, selon mon grand-père, quelles que soient les difficultés qu'il a eu à affronter, les vicissitudes de son époque, il s'est toujours efforcé de conserver une relation d'amitié, de partenariat et de coopération avec la Russie, car il considérait que la France et la Russie avaient un intérêt commun, et c'était toutes les deux filles de l'Europe, et que c'était surtout essentiel à l'équilibre de la France, de l'Europe et du monde, et à la paix dans le monde. Je voudrais reprendre historiquement ces relations et ces étapes, notamment en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, et puis également les périodes de la présidence. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, il s'agissait de combattre le nazisme. Très tôt, mon grand-père a souhaité, à partir du moment où les Allemands ont pris la décision d'envahir l'URSS par l'opération Barbarossa, mon grand-père a souhaité nouer des relations avec Staline et a décidé, dès le début de 1943, de créer le régiment Normandie-Niemen. Le régiment Normandie-Niemen, c'est la seule unité de la France combattante et la seule unité européenne à s'être battue contre l'occupant nazi sur le territoire de l'URSS. C'est un symbole extrêmement important de l'amitié et de l'alliance franco-russe et du sang versé que les Français et les Russes ont versé contre l'ennemi commun. La création de l'escadrille Normandie-Niemen, c'est un acte fondamental de l'amitié franco-russe, c'est à l'origine de la reconnaissance de la France libre par la Russie soviétique. Ça a certainement permis à la France, avec tous les efforts, les sacrifices et les combats que la France a accomplis, non seulement par la résistance, mais aussi par les engagements des armées de la France libre en Afrique du Nord, ça a permis à la France de s'asseoir aux côtés des vainqueurs avec la Russie soviétique, quand bien même la France n'a pas été invitée à Yalta, sous pression américaine. La France a reçu le 8 mai 1945 la capitulation allemande à Berlin. La France a été membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et la France s'est battue seule avec une armée de la libération qui a comporté jusqu'à 700 000 hommes fin 1943 et près d'1 500 000 hommes fin 1944. Mais pour mon grand-père, il s'agissait d'affirmer la France libre, malgré Roosevelt. Roosevelt avait des sympathies affirmées avec l'Allemagne nazie, avec Pétain, et considérait que mon grand-père était un jeune homme, il y avait une hostilité extrêmement forte et extrêmement affirmée. Et surtout, Roosevelt ne s'intéressait pas ni à la France, ni véritablement à l'Europe. Il considérait que la France était une fois destinée à être administrée. Il y avait un grand mépris de cette France qui avait perdu la guerre, enfin, perdu les premières batailles au moment d'un débat, qu'en fait la mairie de Paris avait été remise à l'ambassadeur américain. Ça donne une idée de l'état de déliquescence de l'époque, et c'était à l'origine du mépris que Roosevelt avait vis-à-vis de la France qui avait perdu 1940. Mais Roosevelt n'était pas intéressé par la France, ce qu'il voulait, c'est administrer le pays. Et mon grand-père a refusé ce qu'on appelait l'ALOT, c'est-à-dire Allied Military Government of Occupied Territories, qui était une véritable mise sous tutelle du pays,
Roosevelt ne croyait pas du tout en la capacité des Français d'administrer la France libérée. C'était le rôle des réseaux de la résistance, qui était aussi de construire une véritable administration française, indépendante et forte, en vue d'une reprise du pays. Les Américains avaient également prévu l'utilisation de leur propre monnaie, qui était une monnaie de singe, puisqu'il y avait d'un côté le drapeau français, de l'autre côté, je crois, l'effigie de la réserve fédérale, le drapeau américain, mais c'était une monnaie qui n'était absolument pas garantie par la réserve fédérale. Tout ça en dit long sur l'état d'esprit de l'époque, et mon grand-père a dû se battre contre cette opposition systématique de s'affirmer jusqu'à le refus des Américains qui a été donné à la première et à la deuxième division de l'armée de libérer Paris, puisqu'ils voulaient que les armées de la libération passent plus au sud et plus à l'est, mais symboliquement c'était très important. Mon grand-père de libérer Paris, donc il a désobéi et il a reçu la reddition allemande donc à Paris en août 1944. Par la suite, mon grand-père a évidemment affirmé l'indépendance stratégique et militaire de la France, qui est la voie d'une France indépendante, d'une France qui soit forte dans le monde. Pendant la présidence, vous savez que mon grand-père est revenu au pouvoir en 1958 pour gérer une crise politique et aussi une crise grave à travers l'Algérie. Il voulait évidemment une Europe des nations, et non pas une Europe, une Union européenne qui serait soumise à une tutelle américaine ou une tutelle administrative qui serait supranationale, qui puisse édicter des lois qui la rendent dépendante et qui sont aussi contraires à ses intérêts politiques et économiques. Il y a cette grande date de 1966 où la France s'est retirée du commandement intégré de l'OTAN, tout en restant membre de l'OTAN de droit, en tant que puissance combattante et grande puissance nucléaire. Elle a réalisé son indépendance stratégique, elle a réalisé également son indépendance industrielle à travers les grands programmes. Jean Monnet, qui a été encensé comme étant un des grands architectes de l'Europe, mon grand-père l'appelait le traître, puisque très tôt, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une mise sous tutelle américaine de l'Europe. Il ne faut pas oublier que Jean Monnet était banquier à l'origine, a travaillé dans des banques américaines et surtout que c'était le conseiller de Roosevelt. Il a été cependant utile pour financer la reconstruction de l'Europe et financer la résistance. Le plan Marshall a été négocié par Jean Monnet, qui a institué en 1947 un contrôle de l'économie française, c'était une véritable mise sous tutelle, et également en échange de financement, et ça allait jusqu'à une mise sous tutelle, je dirais, de la culture, puisque le plan Marshall imposait que sur 10 films, il y ait au moins 6 films qui soient produits par les Américains. Il y a eu également les épisodes de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la Communauté européenne de défense. Je pense que c'est important, puisque dès 1950, pendant la guerre de Corée, les États-Unis ont dit qu'ils n'avaient plus les moyens d'assurer la protection de l'Europe, et que c'était aux Européens de le faire eux-mêmes. On peut faire un parallèle avec ce qui risque de se passer si jamais il y a une crise à Taïwan. Et évidemment, l'illustration prend toute sa saveur, elle a son poids lorsqu'on parle de la crise ukrainienne. Il faut savoir aussi que les Américains ont largement savonné la planche des Français pendant la guerre d'Algérie, en subventionnant largement donc le FLN, en subventionnant aussi l'OAS et en torpillant les accords de paix de 1962. Ils ont également participé au financement de certains réseaux pendant la soi-disant révolution culturelle de mai 68. En particulier, Cohn-Bendit a été expulsé de France, en 1968 et ramené par la voiture du propriétaire de Paris-Match de l'époque, qui était un atlantiste convaincu. Je n'irai pas jusqu'à souligner que les Américains ont provoqué la crise de 68, mais en tout cas, ils ont largement contribué à la déstabilisation qui a suivi, parce qu'ils voulaient le départ du général. En ce qui concerne les causes et les enjeux du conflit ukrainien, c'est évidemment un jeu de dupes, je suppose, malheureusement,
jeu de dupes qui cause la mort de centaines de milliers de personnes, y compris des populations civiles, encore qu'on n'est pas dans le cadre de la guerre de 40, où les Alliés ont massivement bombardé les villes en tuant des centaines de milliers de civils. Je voudrais parler du précédent de la Crimée. On a dit que, ma foi, les Russes avaient annexé sans vergogne la Crimée en 2014. Je voudrais simplement rappeler que la Crimée est devenue indépendante avant l'Ukraine, le 20 janvier 1991, que ça a été par un référendum qui a, que je dirais la Crimée a souhaité son rattachement à la Russie avec un référendum qui a été massivement approuvé par la population, puisque 94% de la population a voté son attachement à la Russie. En février 1992, elle est devenue une république autogérée avec l'accord du Parlement ukrainien. En 1995, l'Ukraine a balayé la constitution de Crimée et a annexé la Crimée en renversant le président de l'époque. Tout cela aboutit à des accords, une nouvelle constitution en octobre 1998 pour proclamer une république autogérée, république qui a été approuvée par le Parlement ukrainien dès décembre 1998. Avec le coup d'État de Maïdan, Kiev a de nouvelles fois balayé tout ça, abrogé les lois sur la langue russe en Crimée, a coupé l'eau et a annulé les régimes de retraite de Crimée, ce qui fait que le 6 mars, le Parlement de Crimée a organisé un référendum et voté massivement son rattachement à la Russie. Les Russes ont donc, appliqué le vote en fait du peuple ukrainien et sont donc venus en Crimée. Il y a évidemment des parallèles avec l'Ukraine. On a rappelé les causes du conflit. Le coup d'État de Maïdan n'a pas été organisé sciemment par les Américains. Il y a eu une conversation qui a été interceptée par la BBC où Mme Hollande s'exprime en envoyant, au diable l'Union européenne. Tout ça a été organisé dès 2014 pour mettre en place un gouvernement ukrainien pro-atlantiste et soumis aux intérêts américains. Les accords de Minsk, malheureusement, pour le plus grand malheur des Ukrainiens, sont tenus du prix. Je rappellerai la déclaration d'Angela Merkel dans Bild-Zeit le 7 décembre 2022, qui a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk, que tout cela a été fait pour laisser à l'Ukraine le temps de se réarmer. Le président Hollande s'est fait interviewer par des soi-disant représentants du gouvernement Zelensky. En fait, c'était des journalistes. Il a avoué également que les accords de Minsk étaient une supercherie, qu'il n'avait jamais eu l'intention de les appliquer, alors qu'ils étaient censés garantir la protection et la paix dans la région et de protéger les populations du Donbass. Malheureusement, Zelensky, dès octobre 1919, a déclaré qu'il fallait reprendre le Donbass par la force. On a eu également cette interview d'un de ses principaux conseillers, Arestovitch, en février 2019, à qui on a demandé qu'est-ce qui est bon pour son pays, la guerre. Et évidemment, les Américains ont promis, monts et merveilles, ont promis au gouvernement Zelensky un rôle, important dans l'OTAN et dans l'Europe. Ce sont des mensonges qui ont été faits au peuple ukrainien. Le gouvernement Zelensky, malheureusement, a fait preuve d'une grande duperie vis-à-vis de son peuple. C'est un pays qui est soumis aux intérêts américains, je le disais. Dès le mois de décembre 2022, le président Zelensky a donné mandat officiellement au fonds BlackRock pour reconduire son pays. Un tiers des terres ukrainiennes ont été cédées à des fonds d'investissement américains. Ça représente la surface agricole de l'Italie. Et également, Zelensky a publié un catalogue de 1000 pages de matériel militaire destiné à être revendu sur les marchés internationaux pour alimenter les guerres, les révolutions et autres déstabilisations en Europe. Ça alimentera aussi le terrorisme, hélas.
Donc, tout ça c'est une catastrophe. La volonté des Américains, évidemment, de faire un conflit à travers le peuple ukrainien directement contre la Russie, en utilisant l'OTAN, avec une logique de guerre froide qui a eu l'effet de précipiter des alliances, dont on parlera après à travers l'Eurasie. Tout ça est une grande illusion. l'USA, les États-Unis, ont 800 bases militaires dans le monde et se déclarent comme étant pacifistes. William Bloom a écrit un livre dont le titre est L'hégémonie américaine et ses dangers. Il décrit que depuis 1776, depuis l'indépendance des États-Unis, les Américains sont impliqués tous les 15 ans dans des conflits et ont participé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à plus de 50 tentatives de révolution en guerre, destruction et déstabilisation des régimes. Là, les États-Unis, à travers l'OTAN, alimentent une surenchère militaire qui ne fait pas illusion parce que la Russie, et c'est mon opinion, a pour elle le nombre, le temps et l'espace et l'avance technologique, ainsi que la capacité militaire. Les capacités de production militaire russes ont été multipliées par 8 pendant l'année 2002. Il y a également cette illusion d'utiliser des armes lourdes en envoyant un matériel militaire obsolète, puisque les chars Leclerc français, les chars allemands sont des chars qui ont été mis en service dans les années 80, ont été pris sur des stocks des armées françaises, des armées polonaises et des armées allemandes. Ce sont des chars qui ne feront absolument pas la différence sur le terrain, sauf à alimenter cette surenchère et à provoquer malheureusement d'autres destructions. L'intérêt américain, leur stratégie de faire durer ce conflit, évidemment, parce qu'ils en profitent, à travers tout un régime de sanctions qui a déjà été préparé depuis très longtemps à l'avance, le but étant de déstabiliser l'Europe, de l'affaiblir économiquement et de la rendre dépendante. La stratégie américaine, c'est clairement not enough to win, but enough to survive. Le but étant de faire durer le conflit le plus longtemps possible. Tout cela a eu des conséquences importantes. Ça a rendu possible un nouveau jeu d'alliance à travers, je dirais, des alliances diplomatiques, notamment, dont je parlerai par la suite. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a un dénigrement russe systématique qui a été employé à travers si vous voulez, une discrimination à la fois intellectuelle, une discrimination des sportives, une application unilatérale du droit américain dans la saisie des avoirs russes, dans la saisie également des banques de la Banque de Russie dans tous les pays du monde. Récemment, la commission juridique de l'Union européenne et de la Suisse ont dit que c'était juridiquement absolument intenable et surtout, ça risquait de rendre légale la capacité d'un pays de saisir les avoirs d'une banque pour des intérêts, je dirais, économiques et politiques. Ça ne tient pas. Il y a eu beaucoup de conflits précédents qui ont été menés par les Américains sans ou avec de fausses résolutions américaines. Je cite notamment les bombardements en ex-Yougoslavie, en Kosovo, le faux argument des weapons of mass destruction en Irak, les interventions en Libye, en Afghanistan, toutes l'application donc unilatérale du droit américain. L'effet, je le disais, des sanctions est surtout négatif pour l'Europe. Et là, les effets immédiats, évidemment, sur l'énergie, elle provoque une crise de la supply chain, donc de la chaîne d'approvisionnement. Elle crée une fracture sociale. Ce sont les peuples, malheureusement, qui le subissent. On a tenté de minimiser
l'impact de l'inflation, l'impact sur les produits alimentaires, notamment en Europe. Les Américains vendent leur gaz, donc le gaz LNG, le gaz naturel liquéfié, 4 à 7 fois plus cher qu'ils le font par rapport à leur propre pays. Ce sont des tentatives de déstabiliser un bloc européen et solvable qui est lié à la Russie, serait un trop gros concurrent pour les USA. Il faut savoir qu'on a aussi essayé d'isoler la Russie, de dire que la Russie est seule sur la scène internationale, mais la Russie est soutenue par à peu près 2 tiers de la population mondiale, parce que grâce à cause de ce conflit, les alliances se sont renforcées. Peut-être que vous pouvez passer au slide précédent sur les nouvelles références économiques et politiques. Tout ça renforce l'émergence notamment des BRICS. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est 5 pays aujourd'hui, mais c'est plus de 40 demain. Il y a un sommet des BRICS en Afrique du Sud qui aura lieu cet été. 19 pays ont demandé leur adhésion aux BRICS. Tout cela renforce une dynamique vers un monde multipolaire, une extension vers l'Afrique aussi et le Moyen-Orient, puisque les BRICS ne se limitent pas, je dirais, aux pays que je viens de citer. Il faut savoir que les conséquences aussi, et la désinformation est très très grande. M. Delven soulignait que le mensonge par rapport à l'effondrement présupposé de l'économie russe, on a dit, ça y est, avec le régime de sanctions, la Russie allait s'effondrer, qu'il y aurait une chute de 30% de son PIB, mais la Russie a eu juste une réduction de 2 à 2,2% de son PIB l'année dernière. Elle aura une croissance positive cette année et sans doute une croissance supérieure à celle de la zone euro en 2024. La Russie d'aujourd'hui n'est pas l'URSS, mais la Russie d'il y a 20 ans. Depuis les premières sanctions de 2014 avec la Crimée, la Russie s'est largement adaptée et surtout elle a transformé, modernisé et réorienté son économie vers l'Est. Ses débouchés sont maintenant tournés vers l'Eurasie. Elle vend toujours à peu près 40 millions de mètres cubes par jour à travers le pipeline en Ukraine. Entre sanctions sur le pétrole et le gaz, il est possible pour la Russie de vendre son gaz et son pétrole à travers les pipelines. Le pétrole et le gaz qui est vendu à travers les cargos est raffiné dans d'autres pays d'Europe. Il est en tout cas revendu à des pays qui ne pratiquent pas les sanctions. Et c'est 2 tiers de l'économie mondiale. Les conséquences de ça, ce sont, parmi les conséquences, il y a l'émergence de nouvelles monnaies de règlement international, notamment le yuan, qui a une part croissance dans les échanges internationaux. On est à un peu moins de 10% maintenant. Les conséquences, et c'est une des conséquences de l'origine du conflit, sont surtout considérables pour le financement de la dette américaine. La dette américaine atteint 32 000 milliards de dollars, et surtout la part des pays étrangers qui refinancent la dette va en diminuant. Seul 23% de la dette américaine est refinancée par des pays étrangers qui cherchent à se dédollariser, puisque le dollar est devenu une monnaie de sanctions internationales. Pour vous donner un exemple, la devise qui est le plus traitée sur la bourse de Moscou, c'est le yuan, justement. Il y a une déclaration récente de Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor américain devant CNN la semaine dernière, qui a dit « Lorsque nous utilisons des sanctions financières liées au rôle du dollar, il y a un risque qu'avec le temps, ça puisse saper l'hégémonie du dollar. » Donc les choses sont posées clairement. Et le risque, les conséquences de ce conflit ukrainien, c'est de précipiter justement la baisse de l'importance du dollar dans les monnaies d'échange international et de provoquer pour les États-Unis un risque de refinancement qui va croissant. Ce conflit a renforcé une dynamique de nouvelles alliances, un nouvel ordre économique. Il y a des nouvelles monnaies de référence qui se créent
j'en faisais référence. Je ne crois pas évidemment à la disparition du dollar. Je pense que l'euro aurait pu jouer un rôle de monnaie alternative importante, à la fois dans les réserves des banques mondiales, ça n'est que 20% aujourd'hui contre 60% le dollar, mais surtout en termes de monnaie d'échange international. Mais l'euro, malheureusement, est soumis à une Union européenne qui est très dépendante des États-Unis et qui n'est pas du tout autonome. Donc elle manquera de jouer ce rôle. L'euro aussi dépend de pays qui sont très largement endettés, donc qui sont soumis aux marchés internationaux qui sont quand même toujours dirigés par des intérêts américains. Il y a des nouveaux espaces économiques, mais également des espaces diplomatiques qui se créent, des alliances notamment à travers l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Tunisie, l'Algérie, l'Amérique du Sud, et surtout les accords diplomatiques, donc à travers les BRICS, à travers la route de la soie et les grands projets, des volontés de créer des systèmes aussi de règlement de paiement qui sont différents. On peut citer le Cross-Border Interbank Payment System, le CPIS chinois, donc qui sort du système SWIFT de règlement anglo-saxon. C'est le système SPFS russe avec MIR, les nouvelles cartes de crédit chinoises avec le système UnionPay, et toute une multiplication des accords de paiement en yuan à travers notamment l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Exim Bank, à travers le Brésil, Chine, l'Afrique, Chine, le Pakistan, la Chine, l'Afrique et l'Amérique du Sud, évidemment la Russie et la Chine, puisque cette crise a renforcé un partenariat économique, militaire et stratégique avec la Russie. Vous avez également l'émergence de nouvelles blockchains et de crypto-monnaies, le FMI essayant aussi de lancer son propre système à travers le DCMA. Je le disais, la Russie s'était orientée vers l'Est sans pourtant tirer un trait sur l'Europe, qui reste quand même encore un partenaire important. Des aménagements avec les régimes des sanctions, des aménagements avec les entreprises qui souhaitent quand même rester en Russie. Récemment, le gouvernement russe a dit que les entreprises qui souhaitaient quitter la Russie pourraient le faire en payant une exit tax de 10%, mais Mercedes, qui a été très pragmatique, a dit qu'il sortait de Russie, mais avec une option de rachat pour retourner si jamais les sanctions s'arrêtaient. À travers ces grands changements du monde, la Russie est avec la Chine un des grands arbitres à travers la dynamique eurasienne. Je voudrais également souligner, lorsque je parlais de la dette américaine, qu'il y a tout un système peut-être dominant encore du dollar et dominant des acteurs anglo-saxons dans les marchés internationaux, mais que le système anglo-saxon est basé sur un système d'endettement important et sur un leverage d'endettement et d'effet de levier. Je voudrais souligner également, en termes de risque économique, que les grandes banques ne sont pas à l'abri. On a vu la crise récente de Crédit Suisse avec les plans de sauvetage qui ont été décidés en l'espace d'un week-end par les autorités helvétiques. Sinon, la déflagration risquait d'être mondiale. UBS a quand même racheté Crédit Suisse avec 1000 milliards d'actifs pour seulement 3,5 milliards. Et l'accord n'a pu être fait que si l'État fédéral donnait des garanties de 100 milliards de francs suisses, sinon le système s'écroulait. Bretton Woods, qui a été abrogé en 1971, a provoqué une exportation des déficits américains pendant une période de 50 années. Connolly, vous le citez, disait « Notre dollar, votre problème ». Et depuis cette période, les États-Unis ont exporté un endettement toujours croissant, également ont généré un risque très important à travers les produits dérivés, tous ces fameux produits de couverture des actifs physiques. Les volumes des produits dérivés étant plusieurs centaines de fois supérieurs au volume des actifs physiques qui sont censés couvrir. Tout ça porte les germes de déséquilibre financier extrêmement important. Ce conflit révèle
la montée en puissance d'un nouveau monde, à travers notamment l'Eurasie. L'Eurasie est un espace de grands projets. J'ai mentionné ici une carte. Vous avez 2 axes continentaux de route, de voies ferrées, d'oléoducs et de gazoducs. Au nord, la Russie, la Sibérie, l'Extrême-Orient russe. Au sud, la Chine, l'Asie centrale, l'Iran et la Méditerranée. Il y a également 2 voies maritimes au sud, Méditerranée, mer Rouge, Golfe arabo-persique, Océan Indien et mer de Chine, et 2 corridors de circulation qui sont en développement, à travers le transsibérien, les lignes Asie-Europe et le Turkménistan, l'Iran, l'Arménie et la Géorgie, soit les corridors sud-nord et les corridors est-ouest. On a mentionné la stratégie de la route de la soie, mais la Chine suit également la stratégie du collier de perles, avec l'acquisition de ports en Europe, mais aussi en Afrique, le but étant évidemment de renforcer les débouchés maritimes, puisque la route maritime représente 80% des flux de marchandises et qui se retrouvera encore renforcée avec évidemment la fonte des glaces et les routes de l'océan Arctique. L'Eurasie est un espace de grands projets. On pourra citer aussi l'Union économique eurasiatique russe, la région du Grand Mekong, le groupe de Shanghai, le projet de la route de la soie, One Belt One Road, les routes de la liberté indienne et japonaise et évidemment l'ASEAN. Il s'agit d'un espace de grands projets. Très récemment, la Sibérie, les Chinois ont signé avec la Russie le projet du gazoduc Sibérie 2, qui aura la même capacité que le gazoduc Nord Stream 2, soi-disant saboté par les Russes eux-mêmes. Il est évident que les Russes ont saboté leur propre projet, dont ils sont actionnaires à 25%, comme les Russes ont bombardé la centrale de Zaporizhzhia qu'ils avaient occupée très tôt, dès le début de l'opération spéciale en Ukraine. Il y a des accords très importants qui se sont noués, notamment un accord Chine-Iran, 400 milliards de dollars, ce sont des accords qui ont été signés dès 2021. Évidemment, l'Arabie Saoudite, Iran, les chiites et les sunnites se rapprochent. Il s'agit d'un nouvel espace diplomatique important qui ouvrira des routes à travers l'Eurasie. Vous avez les accords Brésil-Chine, Pakistan-Chine, Inde-Chine et évidemment Russie-BRICS. Le danger de la communauté européenne et le danger des pays européens, c'est de suivre une politique, je dirais, de soumission américaine, et de se retrouver pris dans un jeu de dépendance américain qui va les isoler de ces opportunités eurasiennes, mais surtout qui les exclura de la table des négociations. La discrimination de la culture russe, le dénigrement de la culture russe est à la fois pour moi une injustice, mais aussi une absurdité, puisque tôt ou tard il faudra s'asseoir à la table des négociations, et ce n'est pas en insultant et en méprisant et en offrant un visage, je dirais, un visage de duperie, un visage où l'on reprend la parole donnée, que l'on pourra proposer une alternative crédible, des interlocuteurs crédibles quand il s'agira de négocier la paix. Puisque la paix, nécessairement, s'imposera au monde, l'opinion publique change, les Américains pensent déjà à la reconstruction du pays et aux contrats qui suivront. Il serait, à mon avis, très dommageable, outre le fait que la surenchère actuelle alimente un conflit avec toujours plus de morts et toujours plus de pertes, que l'Europe et notamment la France soient exclus de la table des négociations. Le conflit renforce l'Eurasie, renforce les arbitres de ce nouveau monde. Je parlais de la fonte des glaces. Les nouvelles routes se créent en Arctique. La Russie, qui est un partenaire incontournable en ce qui concerne les matières premières, mais également un acteur stratégique et géographique gigantesque, contrôle 20 000 km de côte. Ces nouvelles routes ouvriront 30% de gains de distance et beaucoup sur 6 mois de période de fonte des glaces. Il y a aussi des nouveaux gisements et des marchés de matières premières qui se créent. La Russie s'en trouvera renforcée
Les enjeux stratégiques, mais aussi économiques et militaires sont absolument considérables. La réglementation et les risques environnementaux sont renforcés. Il y a un conseil de l'Arctique qui est chargé de régler ces organisations, l'Organisation maritime internationale. Les zones économiques exclusives définissent les contrôles de zones économiques autour de 150 km, 150 miles de zones économiques exclusives autour de points de possession maritime. Il s'agit aussi de remilitariser l'arc russe et les voisins. Il y a des nouveaux enjeux pour l'OTAN et on a parlé de risques biologiques puisque les nouveaux virus peuvent être pris dans les glaces en permafrost et peuvent provoquer des pandémies. Donc je le soulignais, les enjeux du conflit ukrainien vont bien au-delà d'enjeux militaires et d'enjeux, je dirais, purement ukrainiens. Elles mettent en danger, je dirais, l'Europe en tant que puissance économique, en tant que puissance indépendante. Il y a un jeu de dupes qui vise à rendre l'Europe dépendante des Américains. Les Américains le savent bien. Et en face, vous avez l'Eurasie, vous avez un nouveau monde qui se crée. Je voudrais souligner en conclusion que le conflit est aussi un conflit idéologique. Ça n'a pas été suffisamment souligné. Il y a malheureusement un processus de déconstruction de la culture, de la patrie, de la nation en Europe, un processus de déconstruction de la famille, de la tradition et des valeurs fondamentales, puisque sont la religion, ce sont les deux piliers de la civilisation. Nous sommes tombés en Europe et en Occident dans une civilisation qui n'a que des droits et puis aucun devoir. Et le conflit prend une résonance toute particulière puisque la Russie défend, à mon sens, les valeurs fondamentales de la tradition, de la culture et de la religion, mais qu'elle est rejointe par toute une série d'autres pays dans le monde, dont les pays arabes, dont l'Asie, dont les pays africains, dont les pays d'Amérique du Sud, pour qui les valeurs sont absolument fondamentales. Et ce conflit prend une résonance véritablement manichéenne et fondamentale. On est face à de grands changements et notre rôle ici pendant cette assemblée est de dénoncer les mensonges, de rétablir les vérités par rapport aux causes véritables de ce conflit et de éveiller les consciences par rapport au déséquilibre, par rapport au nouveau monde qui est en train de se créer et au risque qu'a l'Europe, qu'a également la Belgique, qu'a également la France, de se retrouver, je dirais, isolé et déconnecté de ce nouveau monde et de perdre aussi son identité à travers malheureusement une soumission à une culture américaine, à une culture de jouissance, une culture de court terme. Je pense que les enjeux sont absolument considérables et vont aussi vers ce conflit idéologique auquel on doit faire face. Donc notre rôle est de garder les yeux ouverts, de dire les vérités et en ce qui me concerne, et je pense que c'est aussi le cas de cette assemblée, de défendre l'amitié avec la Russie. Je suis là pour défendre l'amitié franco-russe. Je suis là pour défendre ce que mon grand-père a toujours ouvert et toujours fait, c'est-à-dire la nécessité de cette relation avec la Russie qui est garante de la paix, de l'équilibre de l'Europe et du monde. Je vous remercie.